L'artiste musicien Flobi rafle son 3e sac au Koundé 2025. En compétition pour l'or avec Tania et Kayaoto, Flobi a surclassé ses concurrents directs à la soirée de distinction des artistes hier. Il devient ainsi le seul artiste burkinabé à glaner ce titre après les Koundé de 2010 et 2019. Il ne compte pas s'arrêter là, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal également, combien coûte le master dans les universités publiques au Burkina Faso? 300 000 francs CFA, voire 2 millions de francs CFA par endroit. Pourtant, le public est supposé absorber le maximum d'étudiants à revenus modestes. Les étudiants et leurs syndicats y voient en cette pratique du favoritisme pour les plus nantis financièrement. L'administration publique, elle aussi, se défend et se justifie. Vous allez les entendre aussi tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Il se fait appeler le papa des orphelins, le Baba, le King Zodanga. Et maintenant, il faut ajouter le 3 fois Koundé d'or. Vous l'avez bien deviné, c'est bien l'artiste musicien Flobi. Il a été désigné Koundé d'or 2025 par le commissariat général des Koundé hier. Lui qui était en concurrence avec Kayaoto et Tania, Flobi est devenu ainsi le seul artiste burkinabé à détenir 3 Koundé d'or en 3 éditions et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs autres artistes ont été distingués à cette cérémonie qui honore l'artiste musicien du Burkina Faso. Et ce d'ailleurs, revivons cette soirée du Koundé avec Abdou Aziz Sari. Après ceux de 2010 et 2019, le Koundé d'or 2025 porte encore le nom de Flobi aux grandes dames de Kayaoto et de Miss Tania. Faisant ainsi du Baba, le seul artiste chanteur à remporter à 3 reprises ce prestigieux trophée qui récompense le parcours artistique exceptionnel au Burkina Faso. Une belle reconnaissance pour ce porte-étendard de la musique burkinabé qui repart également avec le Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle et le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque. Pour Flobi, c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer, artistiquement parlant. Et sinon, actuellement, j'ai toujours la force, je vais créer des albums. Et rassurez-vous, je ne veux pas même faire les petits albums maintenant, c'est les grands albums que je fais. Ceux-là qui pensent que je dois arrêter là, préparez-vous au pays. Tania rate l'or, mais s'en sort avec le Koundé du public. Elle gagne également le Koundé du meilleur clip vidéo et le Koundé du meilleur artiste féminin. Et ça me fait vraiment plaisir, je suis très contente et merci à toutes les personnes qui m'encouragent depuis les débuts. Merci infiniment, le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Un jour, on aura l'or s'il plaît à Dieu. Quant à Kayaoto, l'autre perdant dans la course pour l'or, lui se contente du Koundé du meilleur featuring grâce à sa collaboration musicale avec l'artiste Priva. Je pense même qu'être nominé, comme l'a dit l'un des nominés dans un journal de la place, c'est déjà une grande victoire d'être nominé. Donc à partir de là, on peut dire que tout le monde est méritant ce soir, il n'y a pas de perdant. Pour cette 23e édition des Koundé, ce sont plus de 15 trophées qui ont été décernés aux artistes les plus méritants. En tant que membre du comité d'organisation, j'avoue que je suis très satisfait et on espère que pour les années à venir encore, on mettra tout ce qu'il faut pour que ce Koundé-là continue d'être le Koundé du Burkina, mais le Koundé de l'Afrique. Le comité de Koundé, je leur tire le chapeau parce que cette année, franchement, on n'avait pas trop chaud. Voilà. Et la décoration, tout était vraiment impeccable. Avec son single Ne parle pas, chanté en featuring avec Korka Dieng du Sénégal, Smarty remporte le Koundé du meilleur featuring de l'intégration africaine. Le Koundé du meilleur artiste de musique religieuse récompense Sœur Anne-Marie Kabouri. Frankie FP est le Koundé de la révélation et Kid Boss, Koundé du meilleur espoir. Allez, fini les Koundé. Pensons maintenant à l'école burkinabé. Alors que les universités publiques sont généralement perçues comme plus accessibles que les institutions privées,
pour poursuivre le cursus universitaire. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les coûts des études de master. Oui, les étudiants et leurs syndicats estiment que faire un master après une licence dans une université publique demande de bien mettre la main au fond de la poche. Les coûts varient de 300 000 francs à 2 millions de francs CFA en fonction de la spécificité. Les uns et les autres y voient une pratique qui défavorise les moins nantis financièrement. L'administration publique, elle, se défend et justifie ses prix par la nécessité d'assurer un enseignement de qualité. C'est un dossier d'Arsène Konetamné. L'université publique, un symbole d'accessibilité pour les jeunes burkinabés en quête de savoir. Mais cette image est aujourd'hui quelque peu altérée par le coût des études de master. Alors que les frais d'inscription dans les universités privées sont jugés exorbitants, les étudiants des établissements publics se plaignent également des coûts pratiqués au public. Alassane Toé est étudiant en droit des affaires et fiscalité à l'université Thomas Sankara. Pour lui, un master dans les universités n'est plus à la portée de l'étudiant lambda. Alors pour quelqu'un qui ne travaille pas, lui demander de payer 300 000 francs pour le coût d'un master, tenant compte, je précise bien, de sa situation d'étudiant, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, d'autant plus que quand on a déjà un master, les parents te considèrent déjà comme une grande personne. Il n'y a plus encore cette possibilité généralement de pouvoir donc te donner de l'argent pour aller payer. On pense que les 300 000 francs sont quand même élevés. Voilà, surtout que nous sommes dans un pays où on veut encourager les gens à faire de longues études pour pouvoir donc être utiles à la société. Une idée aussi partagée par Dieudonné Ahmed Koulibaly. Selon lui, les frais de scolarité, en plus des dépenses de la vie quotidienne, freinent l'accès au master à de nombreux étudiants non boursiers, surtout ceux issus de milieux modestes. Vu aussi les réalités du pays et les conditions dans lesquelles souvent les étudiants sont, la question du FONEL, la question de la bourse qui est très limitée en termes de nombre et au regard du nombre excessif des étudiants, nous pensons que quand même ce sont des prix exorbitants. Voilà, nous n'allons pas demander à ce que peut-être l'État supprime définitivement ces prix-là et qu'on puisse revenir à 0 francs pour pouvoir profiter de l'éducation. Mais si possible, s'ils peuvent trouver des initiatives afin de canaliser ou bien des moyens qui vont permettre aux étudiants quand même de pouvoir payer les différents frais-là. Quel est le coût précis d'un master dans une université publique? On distingue 3 catégories. Premièrement, les masters en sciences non expérimentales comme les lettres et le droit coûtent 16 000 francs CFA pour l'inscription, plus 300 000 francs CFA de frais de formation. Deuxièmement, les masters en sciences expérimentales comme la biologie où le travail en laboratoire est fondamental, 500 000 francs CFA de frais de formation, plus 16 000 francs CFA à l'inscription. Enfin, la troisième catégorie concerne les nombreux masters professionnels dont les prix peuvent atteindre 2 millions de francs CFA. Par exemple, le master en développement et protection sociale coûte 1 765 000 francs CFA au total. Ces montants sont inaccessibles pour la majorité de la population estudiantine, estime Thomas Bamouni, leader syndical de la FECIBF. Pour nous, l'université publique doit également avoir ce caractère un peu social-là, parce qu'on se dit que l'université publique regroupe un peu les étudiants de familles modestes, ceux-là même peut-être qui n'ont pas peut-être la chance d'aller s'inscrire au privé. Alors les étudiants, quand ils finissent le Master 1 comme ça, d'autres sont obligés souvent d'aller chercher certaines activités lucratives pour rassembler cette somme-là, parce que peut-être n'ont pas eu le FONEL. Certains sont peut-être carrément obligés d'arrêter, parce qu'ils n'ont pas peut-être le fonds pour pouvoir continuer. Alors véritablement, c'est une question majeure qui amène beaucoup d'étudiants à ne pas terminer leur cursus au niveau du master. Et certains restent un peu sur le carreau et ça entrave un peu le développement du pays. Du côté de l'administration, le docteur Moumouni Zungrana, directeur de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, estime que ces coûts sont justifiés. Ils répondent selon lui à l'exigence de maintenir un enseignement de qualité. En master, c'est le haut niveau. Et pour que la formation ne soit pas au rabais, on ne peut pas descendre en dessous des 300 000. Au contraire, si vous voulez, on ne compare pas. Faites le tour de la sous-région. Et sinon même du monde, vous ne verrez pas un master en dessous de 300 000, ça n'existe pas. Autant arrêter carrément la formation. Et lorsqu'on me dit que ces masters sont très très élevés pour l'université publique, mais écoutez, je comprends parce que nous sommes, je connais les revenus de nos étudiants, mais on ne peut pas faire autrement.
Pour Dr Zungrana, lui-même responsable du master littérature et culture africaine, des mécanismes d'accompagnement existent pour les étudiants motivés à poursuivre un master. Tous ceux qui sont inscrits en master, s'ils n'ont pas les moyens de payer, ils contractent un prêt au niveau du fondaire et ils arrivent à payer et ils continuent leurs études. Mais pour Thomas Bamouni, certaines réalités freinent l'accès à ces prêts fondaires. Mais il faut déjà être dans des conditions pour pouvoir postuler. Et souvent, l'âge, ou peut-être je peux dire peut-être les relevés ne sont pas souvent disponibles entre autres. Donc ça fait que certains camarades n'arrivent pas à postuler. Et quand tu ne peux pas postuler là-bas, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Donc effectivement, beaucoup d'étudiants n'ont pas pu terminer. Le docteur Mamoudou Diko, enseignant-chercheur et responsable du laboratoire de biochimie, biotechnologie, technologie alimentaire et nutrition, abonde dans le même sens que le docteur Zungrana. Il affirme que les coûts réels des masters dépassent largement ce que paient les étudiants, preuve selon lui que l'État continue d'assumer une grande part de la charge. On ne peut même pas encadrer un master s'il n'y a pas un projet derrière. Donc, sinon, le coût estimatif d'une formation en master, y compris les réactifs, qu'on estime, on peut être autour de 3 millions. Pourtant, les boursiers, l'État paye 500 000. Les non-boursiers, c'est-à-dire que ceux qui payent à leur propre compte, ils payent aussi 500 000, mais on les permet de payer en 2 tranches. Entre promesses d'égalité et impératifs de qualité, l'université publique burkinabé semble marcher sur une ligne de crête. Et pour de nombreux étudiants, le rêve de poursuivre un master se heurte plus que jamais à une barrière économique bien réelle. Dans la commune rurale de Komsilga, les autorités sacrifient à la tradition pour la tenue de la journée de la redevabilité, un rendez-vous qui donne lieu aux acteurs de passer en revue toutes les réalisations entreprises durant l'année écoulée. Et en 2024, le taux d'exécution des travaux dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau et assainissement et bien d'autres secteurs est estimé à un peu plus de 80%. C'était aussi le lieu de se projeter pour la mobilisation des ressources pouvant accélérer le développement de la commune. Bamouri Traoré, Sandrine Zougouri. La journée de redevabilité de la commune de Komsilga a permis au président de la délégation spéciale de présenter les réalisations de l'année passée, les défis rencontrés ainsi que les perspectives de développement. De l'amélioration des infrastructures scolaires à la mise en œuvre de projets d'assainissement, les actions ont été passées en revue avec un taux d'exécution physique de 82% et un taux de mobilisation des ressources de 92% entre 2022 et 2024. De façon concrète, ce que nous pouvons retenir, nous avons agi vraiment dans presque tous les domaines et il y a 3 domaines qu'il faut vraiment retenir. Il y a le domaine, au niveau du domaine de l'éducation, nous avons construit vraiment des salles de classe, nous avons équipé vraiment ces salles de classe d'équipement et nous avons aussi accompagné le domaine de l'éducation dans en tout cas la réalisation vraiment d'activités d'excellence scolaire. Au niveau de l'eau et de l'assainissement, vous avez vu la réalisation des polytanks, la construction vraiment de latrines pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Au niveau vraiment de l'économie locale, vous avez vu une 60aine de boutiques qui ont été vraiment construites pour un peu booster notre économie. Au-delà des discours, les échanges directs entre les citoyens et les responsables communaux ont marqué les esprits. Questions, préoccupations, suggestions, les habitants n'ont pas manqué de faire entendre leur voix sur des sujets aussi divers que l'accès à l'eau potable, l'entretien des pistes rurales ou encore la gestion des terres. Dans le rapport qui a été présenté par la commune de Komsilga, je dois féliciter les réalisations qui ont été menées, notamment pour ce qui est de la bonne gouvernance. J'ai pu apprécier le fonctionnement régulier des instances communales. Donc je suis venu prendre ici un exemple de gestion de délégation spéciale de la commune, notamment avec cette commune de Komsilga, mais aussi un exemple d'accompagnement à la base des autorités locales par les associations de veille citoyenne. C'est pourquoi ici, je dois féliciter et remercier les donations qui ont été faites par Burkina Rempart à la commune de Komsilga dans le cadre du civisme, avec les ouvrages qui ont été donnés, les effigies qui ont été diffusées, qui permettent un meilleur ancrage de l'État central dans les collectivités territoriales. En tout cas, depuis l'arrivée de la délégation spéciale, toutes les choses, ça bouge. Ça bouge parce que
Côté service, il y a des améliorations. Et ils ont instauré les 96 heures de l'agent communal qui sert à primer en tout cas les agents qui se donnent à fond. Et ça a promis même d'autres à des décorations. Donc je me dis que leur 3 ans de bilan est positif. Des partenaires techniques et financiers, notamment des OSC, des ONG locales étaient également présents pour accompagner le processus. Ils ont rappelé l'importance de la redevabilité dans la construction d'une gouvernance locale plus efficace et plus juste. À l'occasion de cette journée, le président de l'association Burkina Rempart a remis des gadgets, symboles de patriotisme, des drapeaux du Burkina Faso et la photo du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, un signe de soutien indéfectible à la révolution progressiste populaire RPP. C'est une sorte de redevabilité aussi qui se dessine dans le projet SIPAS Burkina. Après près de 3 ans de mise en œuvre, les acteurs intervenant dans le dit projet marquent un arrêt pour évaluer les acquis et identifier les bonnes pratiques durant la période d'expérimentation au Burkina Faso. Ce projet qui a été conçu pour renforcer la résilience des communautés, favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble et la bonne gouvernance aura engrangé des résultats satisfaisants selon les acteurs. Le point complet avec Roméo Koïta. Le projet SIPAS Burkina est un mécanisme de financement des initiatives locales en lien avec la promotion de la paix. Il est conçu pour renforcer la résilience des communautés et favoriser la cohésion sociale, le vivre ensemble et la bonne gouvernance. Après 3 années d'implémentation au Burkina Faso, les acteurs de mise en œuvre marquent une halte pour évaluer les acquis. L'idée est d'identifier les bonnes pratiques afin de les capitaliser et les documenter. Les acquis sont énormes. Si on regarde un peu les différents rapports, en fait, nous sommes dans le domaine du changement de comportement. Il y a eu beaucoup d'activités de sensibilisation, de formation, et il y a eu l'émergence au niveau des leaders, au niveau de la communauté. Voilà, le sens de promotion de la paix, la cohésion sociale, les gens qui s'organisent pour essayer de mener des activités de promotion de la paix au niveau de leur communauté après l'intervention du projet. En termes de résultats, ces acteurs disent avoir aussi observé une transformation dans la manière dont les leaders locaux abordent les questions de gouvernance et de cohésion sociale. Le défi désormais reste la pérennisation des acquis, en assurant notamment un appui institutionnel aux micro-projets financiers. Sur ce point, les perspectives sont encourageantes. On a eu la chance depuis 3 mois. On travaille sur le SIPAS 2025-2028 avec le partenaire qui a donné son accord de principe pour la suite du projet. Et bientôt, on va aller à la signature de la convention pour ce nouveau SIPAS. Le projet SIPAS Burkina est mis en œuvre par l'Association pour la promotion de l'éducation non formelle, en collaboration avec des organisations partenaires comme OANEP, ORCAD et le Centre de presse Norbert Zongo. De leur côté, les femmes de la police nationale se mettent en ordre de bataille pour lutter efficacement contre la fraude sur toutes ses formes au Burkina Faso. Réunies au sein de l'association des fonctionnaires féminins de la police nationale, elles disent avoir constaté que le phénomène de la fraude a pris une proportion très importante dans le pays, surtout à cause de la crise sécuritaire. Dans une unité d'action pour un résultat plus impactant sur le terrain, une rencontre de formation a été organisée en leur faveur. Elle a été soldée par des propositions de solutions, nous dit Leila Yampa. Les femmes de la police nationale du Burkina Faso à l'école de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. À cette rencontre, elles renforcent leur engagement et plan d'action, notamment sur la fraude fiscale, les trafics de carburant et les produits prohibés. Ces cas de fraude ont pris une proportion inquiétante à cause de la crise sécuritaire au Burkina Faso. C'est donc pour jouer leur partition que l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale du Burkina Faso a réuni toutes ces femmes venues de 11 régions du pays. Aujourd'hui, c'est un jour important pour l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale, et dans la mesure où elle voit ses capacités de ses membres être renforcées par la coordination nationale de la lutte contre la fraude.
Cette formation est accueillie à bras ouverts et elle s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre le phénomène du terrorisme. Qui parle phénomène du terrorisme parle forcément assèchement des sources de financement du terrorisme. Et c'est dans cette dynamique que nous avons fait le plaidoyer auprès de la Coordination nationale de la lutte contre la fraude pour renforcer les capacités de nos membres afin qu'elles participent activement à la lutte contre ce fléau. Sur toutes ces questions relatives à la fraude, ce personnel féminin de la police nationale recevra des rudiments nécessaires en fraude fiscale, commerciale et environnementale. Initiée conjointement par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, celle-ci réaffirme son engagement auprès de la police nationale burkinabé dans la lutte contre les fléaux qui miment l'économie nationale. La question de la lutte contre la fraude doit aujourd'hui se retrouver dans tous les corps de métier et par ricochet à travers la population. Renforcer donc les compétences de ce personnel féminin. Évidemment, nous voulons faire de ce personnel féminin des ambassadrices de la lutte contre la fraude sur les théâtres des opérations. Parce que si nous ne sommes pas suffisamment représentés sur l'ensemble du territoire, nous pouvons penser autrement pour que cette coordination puisse être suffisamment représentée. Et donc en passant par le personnel féminin qui pourrait donc apporter un plus à la lutte contre la fraude qui gangrène notre pays depuis un certain temps. Créée en 2010, l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale du Burkina Faso œuvre pour la promotion de l'égalité des genres au sein des institutions de sécurité. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et la State Insurance Company du Ghana ont signé hier une convention visant à faciliter le commerce transfrontalier. Cet accord de partenariat permettra de renforcer la mise en œuvre de la garantie unique sur le corridor stratégique reliant les deux pays. Compte rendu, Madina Sienou. Échange de paraphes entre les directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie du Burkina Faso et du Ghana. Des signatures qui viennent opérationnaliser la garantie unique sur le corridor Ghana-Burkina. La garantie unique étant un mécanisme financier géré par une caution nationale pour couvrir les pertes financières, notamment les droits de douane dus au risque de perte de marchandises en transit. Ce nouvel accord devrait donc faciliter le commerce transfrontalier. La convention que nous avions signée avec SAIC consiste à dire que SAIC, qui est localisé au Ghana, a été désigné comme caution nationale, donc responsabilisé par l'État ghanéen pour percevoir l'argent. Et la Chambre de commerce, qui a droit à une partie vraiment de cette caution, de cette garantie-là, signe une convention avec SAIC pour lui dire qu'elle l'autorise à pouvoir percevoir à son nom, et quitte à ce qu'elles établissent en fait une clé de répartition entre les deux pour pouvoir effectivement répartir justement cette perception unique-là qui permet à chacun, en cas de problème, de faire face en fait, à ses obligations. En 2019, la CCIBF et la State Insurance Company SAIC du Ghana avaient signé un protocole d'accord visant à faciliter leurs relations de coopération. Celui signé en 2025 s'inscrit dans le cadre de la continuité et du renforcement du partenariat déjà existant entre les deux pays et les deux institutions, selon le directeur général de la SAIC Ghana. Cet accord, c'est la transposition de ce qui se passe déjà au niveau des deux États, c'est-à-dire que c'est des relations bilatérales, relations de fraternité entre les deux États, et c'est ce que nous transposons au niveau des deux cautions nationales, SAIC et puis Chambre de commerce. En tant que caution nationale, nous sommes vraiment fiers des progrès engrangés jusqu'ici, et je peux vous dire par la forte délégation qui m'accompagne que c'est un grand travail qui a été fait depuis les travaux d'amendement et d'évaluation qui ont été faites jusqu'à la signature de cet accord-là. Donc c'est un sentiment de joie, un sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand. Le nouvel accord de partenariat signé ce 24 avril encadre désormais les opérations de transit, l'identification des responsabilités en cas d'incident, le partage d'informations et la mise en place d'un dispositif d'audit conjoint. Direction maintenant dans le district sanitaire de Banfora, le consortium Sight Savers et Light for the World a lancé le projet santé oculaire améliorée
l'accès aux soins de santé oculaire inclusifs au Burkina Faso. Il vient renforcer les plateaux techniques des formations sanitaires et former les agents de santé intervenant dans cette spécialité. Le projet a une durée d'1 an. Son lancement avec Sori Alassane Traoré. Rendre les soins de santé oculaire accessibles financièrement et géographiquement dans les districts sanitaires de Banfora et de Sendou. C'est le projet qui voit le jour dans la région des Cascades avec le consortium Light for the World et Side Savers en collaboration avec les autorités sanitaires et administratives. Le projet s'étalera sur 1 an. À court et moyen terme, c'est surtout le renforcement du plateau technique des unités de soins oculaires, notamment l'unité de soins de Sendou et le chercheur de Banfora. Également sur le renforcement des capacités des acteurs à travers les formations. Je pense aux agents de santé, les formations santé périphériques, également aux spécialistes de santé oculaire, et également la formation des enseignants, la formation des agents de santé à base communautaire et les praticiens de santé également. Voilà. Nous avons également prévu de faire des campagnes de cataracte pour pouvoir opérer un certain nombre de cas et faire des sorties en stratégie avancée. Il faut dire que les catégories prioritaires, c'est surtout les enfants. C'est plus de 22 500 personnes qui doivent bénéficier de la correction des baisses de l'acuité visuelle. Également, 270 enseignants seront formés pour le dépistage des pathologies oculaires. 160 agents de santé seront formés pour la prise en charge précoce des pathologies oculaires. Il faut noter aussi qu'il y a plus de 272 cas d'intervention chirurgicale pour la cataracte. Pour les bénéficiaires, ce projet est un synonyme d'espoir. Pour la petite expérience que j'ai eue, j'ai compris que pendant longtemps, les enfants ont dû abandonner l'école parce qu'ils souffraient de cette baisse de vision. En tant qu'enseignant, on n'a pas su détecter parce que là aussi, en son temps, on n'avait pas les moyens de le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, disons avec Light, et pour moi, en tout cas, c'est des projets qui nous donnent l'opportunité, en tout cas, de donner une seconde chance à nos enfants. Ces projets s'inscrivent dans la vision du gouvernement en matière de santé publique. L'engagement des autorités régionales à accompagner les acteurs dans sa mise en œuvre est sans faille. En termes d'engagement de l'État, je dirais que l'État, comme d'habitude, comme il a toujours fait d'ailleurs, voilà, c'est un engagement sans faille, dans la mesure où il viendra renforcer considérablement l'offre de soins oculaires inclusifs dans la région des Cascades. D'un coût global de 131 millions de francs CFA, le projet est financé par la Fondation Occitane. La région des Cascades compte 3 districts sanitaires, Banfora, Sendou et Mangodara. Des plaidoyers sont faits pour que le projet s'étende sur le district de Mangodara. Et pour finir, parti le 12 avril 2025 en pèlerinage à Jérusalem, les pèlerins de l'agence Sainte Rita sont de retour depuis le mercredi dernier à Ouagadougou. À leur descente de l'avion, ils sont allés rendre grâce à Dieu par une messe à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Ils ont, au cours de leur pèlerinage, marché sur les traces de Jésus-Christ et prié pour la paix au Burkina Faso. L'arrivée et la messe de ces pèlerins ont été suivis par Maxime Libodo. Jour béni pour ces pèlerins d'espérance car ils ont fait l'expérience de la grâce divine. Une dizaine de jours passés à Jérusalem, ces fidèles marchent sur les pas du Christ. À travers les rues de Jérusalem, la ville où Jésus fut élevé, Bethléem ou le Jourdain où il est baptisé, ces fidèles catholiques sont des témoins privilégiés de l'Écriture. Alternant temps de prière, visites, explications historiques et découvertes, ils vivent le mystère de la Pâque en Terre Sainte. De retour au pays, ces pèlerins rendent grâce au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique. Nous sommes allés voir la tombe de Jésus. On a été au Jourdain, là où Jésus a pris le baptême. Nous avons été au mur de lamentation. Je voulais mûrir ma foi en voyant ce que
le Seigneur là où il a vécu. Pour moi, c'est très important de pouvoir marcher sur le sol que Jésus lui-même a marché, a vécu. Donc, il était très important pour moi de découvrir ces lieux et cela a raffermi ma foi. Et je pense que cela m'aidera également à renouveler mes promesses baptismales. L'aventure spirituelle au cœur des rites et traditions chrétiennes invite les croyants à vivre en ressuscité. Promouvoir la charité fraternelle et le Père célébrant dans son homélie d'insister sur les actes. Pour lui, les pèlerins sont appelés à témoigner de leur foi. À travers les évangiles, à travers les saintes écritures, nous entendons et puis nous méditons ce que le Christ a, ses enseignements, ses paroles. Mais aller, j'allais dire, suivre ses pas, c'est autre chose. Parce qu'on comprend mieux les Écritures et ce n'est plus quelque chose, j'allais dire, qu'on voit de loin, mais comme dit l'Écriture, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, nous sommes venus vous l'annoncer. Ce pèlerinage est organisé par l'agence Sainte Rita Voyage. Pour cette année jubilaire, ils sont plus d'une quarantaine de fidèles à effectuer cet acte de foi. C'était une occasion pour nous, fidèles, pèlerins qui étaient là-bas, de renouveler nos promesses de baptême. Voilà, donc c'est pour dire que vraiment l'engouement était de taille. Les gens ont beaucoup participé, c'était vraiment bien. Et le monde entier nous suivait là-bas. Après Jérusalem, Sainte Rita Voyage poursuit sa tournée et cette fois-ci vers l'Europe avec le circuit marial. Le mois de juin, on doit repartir du 19 au 30, le mois de juillet encore, du 18 au 29 et en gros, et enfin, et nous allons fêter Noël là-bas. Voilà, le 12 décembre en allant, comme nous l'avons fait à Pâques. Donc, c'est 4 pèlerinages à Jérusalem que nous avons organisés. Et les 4 là, les autres là, ça c'est circuit marial, c'est du côté Europe. Et il y a le Canada que nous allons vivre ça bientôt, le 15 mai prochain. Au cours de cette messe à la cathédrale de Ouagadougou, ils ont prié pour la paix au Faso et pour le repos du Saint-Père. Chaque pèlerin a reçu un certificat de pèlerinage. Désormais, ils sont en mission pour annoncer l'Évangile. Voilà, madame, monsieur, ça sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci d'être restés avec nous tout au long de cette semaine. Cette édition a été supervisée par Aubin Guébré, le directeur des informations. Toute l'équipe technique avec à sa tête Rogatien et Bitokoun, sans oublier Haro Siméon, se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de semaine. Donc on va le dire clairement. Quant à moi, je vous retrouverai très bientôt pour d'autres informations d'ici et d'ailleurs avec le même plaisir. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur BFM. Je vous salue. Bon week-end.